Je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que la rentrée se déroule bien pour chacun de vous, pour les vôtres et pour vos églises. Nous pourrions appeler cette rencontre des jeudis du DEFAP une conférence de rentrée, parce que c'est la rentrée aussi pour le DEFAP. En cette rentrée 2024-2025, nous avons préparé une conférence exclusive que vous présentera mon voisin, le pasteur Robert Louis-Nord, qui est aussi docteur en théologie de l'Institut protestant de théologie de Paris. Robert Louis-Nord a aussi été bénéficiaire d'une bourse DEFAP d'Haïti. Vous êtes arrivé en France le 2 septembre 2014. Vous avez obtenu votre Master 2 en théologie le 11 mai 2017 et votre Master en philosophie à l'Université Paris 8 le 28 mai 2018. Vous avez poursuivi sous la direction du professeur Olivier Abel et vous avez soutenu et obtenu le 16 janvier 2023 votre thèse en théologie qui a pour titre « Le pardon chez Paul Ricoeur, une proposition sociopolitique de la paix ». C'est le sujet dont nous débattrons ce soir. Parallèlement à la rédaction de votre thèse, vous aviez un engagement ecclésial dans différentes paroisses ou églises locales de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France, dans les paroisses luthériennes de Saint-Paul, dans le 18e arrondissement de Paris, dans la paroisse de la Réconciliation à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, et dans l'église locale de Meudon, en région parisienne. Et vous êtes, depuis le 1er juillet 2023, pasteur proposant, pour la deuxième année cette année, de l'Église protestante unie de France à Creil, dans l'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation au jeudi du DEFAP. Chers participants, vous pourrez poser vos questions aux conférenciers à travers le chat. Vos micros seront fermés pendant la présentation par l'animateur, qui n'est autre que notre secrétaire général Basile Zouma. Robert Louis-Nord va répondre aux questions après son intervention. Raphaëla, notre chargée de communication, aura la main sur tout ce qui est technique et l'enregistrement aussi. Je vous signale que la visioconférence sera enregistrée et sera rediffusée sur le site du DEFAP très prochainement. Robert Louis-Nord, pour commencer, souhaitez-vous ajouter quelque chose à ma présentation? Merci, cher Jean-Pierre, pour cette présentation. Et je tiens à présenter toutes mes salutations à celles et ceux qui sont en présentiel et d'autres, vous qui êtes nombreux et à distance. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire, cher Jean-Pierre. Je pense que vous avez tout dit. Si je pourrais résumer votre présentation, je dirais que je m'appelle Robert Louis-Nord. Vous avez aussi, je sais, d'autres engagements. Pouvez-vous ou souhaitez-vous en parler un peu? Ouais. Donc, par rapport à mes engagements dans la vie, je pense que par rapport au niveau para-ecclésial, d'abord, je donne mes services, je travaille comme pasteur proposant à Creil, comme vous venez de souligner, Serge Jean-Pierre. Donc, mais à part, concernant en fait mon ministère à Creil, j'ai d'autres activités, et surtout en Haïti, parce que je suis haïtien. J'ai fondé une école en Haïti en 2009 pour les enfants qui sont en difficulté. Donc, tous les ans, je rentre en Haïti pour voir comment ça se passe. L'année dernière, nous avons eu 137 élèves qui sont un peu en difficulté et nous essayons de trouver d'autres amis en France et qui viennent en soutien pour aider les enfants qui sont en situation vraiment de grande difficulté en Haïti. Merci Robert. Dites-nous d'où s'enracine ce sujet de thèse dans votre histoire personnelle, si c'est le cas. Ouais.
Donc, par rapport à mon histoire personnelle, je n'ai pas vraiment de grandes choses à dire, mais c'est par rapport à mon parcours d'études en France. Donc, en Haïti, on a l'habitude souvent de réciter, comme en France, le Notre Père, tous les dimanches, la question du pardon. Et pour moi, je ne m'attendais pas à qu'il y a d'autres, par exemple, philosophes qui parlent d'une question, d'une thématique religieuse. En arrivant en France, spécialement à l'université Vincennes Saint-Denis, dans un cours titré Mémoire et démocratie, avec un professeur qui s'appelle Patrice Ramuren. Il a essayé d'aborder cette question du pardon en mobilisant certains philosophes comme par exemple Vladimir Jankélévitch et la philosophe Hannah Arendt, Jacques Derrida et le professeur Olivier Abel. Et je me suis posé la question, pourquoi nous, à l'Église, on récite le Notre Père, mais dans une perspective liturgique, pourquoi nous n'avons pas bien l'habitude d'aborder cette question, la question du pardon, dans une autre perspective, c'est-à-dire une perspective sociale et politique. Donc là, c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à travailler sur cette thématique, le pardon, dans une perspective sociopolitique. Ben, la transition est toute trouvée. À vous la parole pour présenter vos travaux. Merci, cher Jean-Pierre. Je profite de l'occasion aussi pour saluer la présence du secrétaire général du débat, Basile Zouma, ainsi que toute l'équipe qui est là, la communication, et pour m'accompagner et aussi pour rendre possible cette présentation de ce soir. Je vais essayer de faire le partage d'écran. Donc, comme je viens de vous dire, et comme vous pouvez le constater, la thématique de ce soir est basée sur le pardon chez Paul Ricoeur, une proposition de construction sociopolitique de la paix. Donc, en partant, je précise que mon intervention ne vise pas à montrer que le pardon chez Paul Ricoeur est un pardon religieux. Donc, c'est vrai, Ricoeur aborde la question du pardon, mais il a essayé de combiner l'aspect social, politique, en faisant allusion à quelques références bibliques. Donc, je voudrais montrer que le pardon, chez Paul Ricoeur, est un concept complexe. Il s'étend au-delà d'un simple acte individuel pour inclure des dimensions sociales et politiques. Donc, il s'agit d'un processus collectif qui vise à reconnaître les souffrances passées, à restaurer la confiance et reconstruire les relations sociales brisées par des conflits violents. Et en deuxième lieu, mon intervention vise aussi à soutenir que le pardon sociopolitique n'efface pas les drames du passé. Parfois, souvent, on a l'habitude de confondre le pardon et l'oubli, alors qu'on ne peut pas parler du pardon sans faire un rappel au passé. Donc, le pardon nous aide à faire un retour vers le passé pour essayer de comprendre ou d'expliquer le mal qui a été commis ou bien subi. Donc, sans pour autant de rester dans la hantise du passé. Donc, quand on fait rappel au passé, donc ce n'est pas pour rester dans la hantise du passé, c'est bien le contraire, c'est juste pour essayer de voir comment nous pouvons se projeter vers l'avenir. Le pardon sociopolitique est nécessaire pour reconstruire la paix après des drames individuels ou collectifs. Il vise la sauvegarde d'une possibilité de restaurer une certaine harmonie entre les humains, tant au niveau intracommunautaire qu'au niveau intercommunautaire, voire même au niveau interétatique. Donc, pour essayer de répondre à mes objectifs, atteindre ces objectifs que je viens de citer,
Donc, j'ai structuré mon intervention en trois parties. Je présenterai dans la première partie une brève biographie de Paul Ricoeur. Ensuite, dans la deuxième partie, je tenterai de définir la question du pardon selon la pensée philosophique de Paul Ricoeur. Enfin, dans la troisième partie, je terminerai sur les enjeux du pardon sociopolitique en prenant comme exemple le cas de l'Afrique du Sud et celui du massacre des Haïtiens en République dominicaine. Peut-être que vous n'avez pas encore l'habitude d'entendre parler. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, commençons d'abord par un bref parcours biographique de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur est un philosophe français né à Valence le 27 février 1913. Très tôt dans sa vie, Ricoeur est devenu rapidement orphelin de père et de mère. Donc sa mère meurt 6 mois après sa naissance. Peut-être on peut comprendre cette situation qui est très compliquée. D'abord, le mal commence à attaquer la vie de Paul Ricoeur en perdant sa maman très tôt. Et son père est tué au front en 1915, à la veille, une année après la Première Guerre mondiale. Donc, après la mort de ses parents, Ricoeur est recueilli avec sa sœur aînée, Alice, par ses grands-parents paternels, puis par une tante et élevé dans la tradition du protestantisme réformé et socialiste. Donc, Ricoeur, souvent, beaucoup de gens parlent de Ricoeur comme étant un philosophe chrétien. C'est vrai, ça peut poser des questions. Est-ce qu'on peut être à la fois philosophe et chrétien, ou bien est-ce qu'on peut être à la fois philosophe chrétien? Peut-être c'est une question qu'on pourrait débattre après. En 1939, Ricoeur obtient sa licence en philosophie à Rennes et poursuit en 1934 ses études à la Sorbonne. Après avoir passé son agrégation en 1935, la même année, sa sœur décède et il épouse Simone Lajas et le couple aura 5 enfants. En 1950, Ricoeur a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie portant sur la thématique le volontaire et l'involontaire. Souvent, quand nous allons agir, nous sommes toujours en tension en ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on va décider à faire quelque chose. Ricoeur essaye de réfléchir, de penser sur cette tension qui existe en nous en tant qu'être humain. Au cours de sa vie, Ricoeur a enseigné la philosophie au lycée et à l'université, par exemple, à Strasbourg, à Paris-Sorbonne, à Nanterre, à Chicago, où il fut nommé et où il fut remplacé la chaire théologique détenue par Paul Tillich à Chicago, aux États-Unis. Donc, je pourrais, en quelques mots, rapidement dire que la vie de Paul Ricoeur est marquée par la tragédie et par le mal. Quand on tient compte de son histoire par rapport à la mort de ses parents, aussi, il y a un de ses enfants qui s'est suicidé aussi. Et c'était une situation compliquée pour lui. Par rapport à la théologie, quelle est sa contribution à la théologie chrétienne? Dans un ouvrage intitulé La réception de l'œuvre de Paul Ricoeur dans les champs de la théologie, Ricoeur est présenté comme l'un des penseurs contemporains qui a porté la philosophie au-devant de la Bible et de la théologie. Donc Ricoeur aide à penser certaines questions, certaines thématiques en lien surtout avec l'herméneutique. Ricoeur, c'est quelqu'un qui apporte de très grandes contributions et aussi dans le domaine d'exégèse, dans le domaine de la théologie biblique. Voilà en gros ce que je pourrais dire de Paul Ricoeur concernant sa vie. Est-ce que je pourrais faire un petit résumé par rapport à sa contribution à la théologie? On pourrait dire qu'après la mort de Paul Ricoeur, il a donné
Avant sa mort, il a donné en fait ses bouquins, sa bibliothèque à la faculté de théologie de Paris, là où il y a le Fonds Ricoeur aujourd'hui à Paris. Après ces deux tours biographiques qui me semblent importants pour avoir une idée sur Paul Ricoeur, passons maintenant à la définition de la question du pardon, une question brûlante d'actualité. Souvent, quand on parle du pardon, il y a des gens qui disent que le pardon, c'est une thématique religieuse. Nous, on ne s'intéresse pas à une question religieuse. Et j'étais dans une rencontre et j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais dans mon parcours et j'ai parlé de la thématique du pardon. Il y a une personne qui était présente, il m'a dit que, eh bien, chez nous, on ne parle pas du pardon. Le pardon, on le parle ailleurs. Et ça m'a beaucoup interpellé pour dire pourquoi cette personne a réagi de telle manière. Au moment de la pause, j'étais allé le voir pour expliquer, pour essayer d'approfondir sa réflexion, pourquoi il a réagi de cette manière. Eh bien, il m'a refusé il m'a refusé de répondre à cette question. Et là, je me suis dit, est-ce que cette thématique-là n'apporte pas une importance pour lui, ou du moins, est-ce que c'est parce que le pardon est une thématique religieuse? Qu'est-ce que le pardon? Si nous nous penchons sur l'étymologie du verbe pardonner, nous trouvons le verbe donner. Pardonner, c'est donner quelque chose. Le pardon, pouvons-nous dire, n'est qu'un don. Et cela ne peut se réduire à une simple mesure quantitative. Si le pardon est un don, eh bien, cela ne peut se réduire à une mesure quantitative. Le verbe pardonner signifie proprement donner complètement, remettre, et du latin per et donare. Si nous nous basons sur la tradition judéo-chrétienne, d'après Xavier Léon Dufault, pardonner signifie rétablir entre deux êtres, rétablir des relations entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Donc, le rétablissement de cette relation est d'abord vertical dans une perspective judéo-chrétienne. C'est la relation entre Dieu et nous en tant qu'êtres humains. Et sur le plan horizontal, c'est la relation entre l'homme et ses semblables. Il y a une tension entre le vertical et l'horizontal. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aborder le côté vertical, je vais plus accentuer sur le côté horizontal en mettant l'accent entre le pardon entre les semblables, le pardon interpersonnel. Donc le pardon, à mon avis, est sans doute la notion la plus difficile à définir. Et si on essaye de voir dans une perspective philosophique, Olivier Abel, qui est un grand spécialiste de la pensée de Paul Ricoeur, déclare le 20 février 2019 dans une émission sur France Culture que le pardon est un mot équivoque. Il est à la fois le pardon que l'on demande, le pardon que l'on donne. Le pardon pense au pluriel. Il se demande, il se reçoit, mais il reste un acte incertain. Donc, il y a le pardon qu'on donne. Le pardon est un mot très équivoque. Il est à la fois le pardon que l'on demande, le pardon que l'on donne. Le pardon pense au pluriel, il se demande, il se reçoit, mais il reste un acte incertain. Donc, peut-on parler du pardon sans tenir compte de cette complexité? Donc, dans cette perspective, cette pluralité des sens rend difficile toute définition unitaire du pardon. Et c'est à juste titre que Paul Ricoeur parle du pardon comme l'énigme d'une faute qui paralyserait la puissance d'agir de cet homme capable que nous sommes. Et c'est en réplique
celle de l'éventuel lever de cette incapacité existentielle que désigne le terme du pardon. Pour Ricoeur, le pardon, s'il a un sens et s'il existe, constitue l'horizon commun de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. Toujours en retrait, l'horizon fuit la prise. Il rend le pardon difficile, ni facile, ni impossible. Il met le sceau de l'inachèvement sur l'entreprise entière. S'il est difficile à donner et à recevoir, il l'est tout autant à concevoir. Donc, Ricoeur, dans cette perspective, met en avant la difficulté du pardon et surtout dans le sens sociopolitique qui prend en compte la question de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. Le pardon devient un concept de plus en plus difficile à définir. En tant que concept sociopolitique, le pardon est un phénomène complexe qui traverse les domaines de l'éthique, du droit, de la politique et des relations interpersonnelles. D'après notre philosophe, le pardon n'est ni facile ni impossible. Chacun rencontre le pardon selon sa propre expérience. Il ne postule pas que le pardon est impossible, mais il ne dit pas aussi que le pardon est facile. Donc c'est pourquoi Ricoeur ne s'intéresse pas à définir le pardon. Il cherche au contraire à poser des questions aux réponses déjà formulées, plutôt que d'apporter lui-même des réponses définitives. Toutefois, en m'inspirant de Ricoeur, j'avance pour dire que le pardon est pour la victime la séparation entre ce qu'elle est et l'acte qu'elle a subi. Le pardon pour la victime est séparation entre ce qu'elle est et l'acte qu'elle a subi. Et pour le coupable, le pardon signifie la séparation entre l'agent et l'acte qu'il a commis. Voyons maintenant comment se déploie la question du pardon dans la pensée de Paul Ricoeur. Pour ce faire, j'ai sélectionné quelques articles concernant la pensée de Paul Ricoeur sur le pardon. D'abord, il y a la symbolique du mal en 1960, où il aborde la question du pardon dans une perspective, je dirais, philosophique, en essayant de réviser des thématiques en lien avec la théologie. Donc d'abord, dans la symbolique du mal, Ricoeur expose un certain nombre de mythes du bassin méditerranéen pour parvenir à une approche symbolico-religieuse du pardon, une approche symbolico-religieuse du pardon. Pour lui, le mal y apparaît comme souillure, péché et culpabilité, dans la lumière du pardon qui apparaît comme purification, rédemption et justification. Tous ces thèmes sont des thèmes connexes à la question du pardon. En s'appuyant sur la tradition biblique, Ricoeur développe des thèmes connexes au pardon. Et en travaillant la question de la tâche et celle de la souillure qui nécessite la purification, Ricoeur ouvre déjà la voie au pardon. Car la notion de pardon est corrélative à celle de faute, de culpabilité et celle du mal. Lavé de la faute ne peut être remis que par des pardons et le rachat divin, c'est-à-dire la rédemption. Le deuxième article, c'est le pardon dans quel ethos nouveau pour l'Europe. C'est un texte qui a été publié en 1992. Dans cet article, Ricoeur analyse le pardon au croisement du modèle de la traduction et celui de l'échange des mémoires, pour penser en termes d'imagination la question de l'avenir de l'Europe.
Ricoeur propose le modèle de pardon comme un dispositif qui pourrait construire la paix entre des États marqués par des guerres, des religions, guerres de conquête, guerres d'extermination. Le pardon, dit-il, est la seule manière de briser la dette et l'oubli et ainsi de lever les obstacles à l'exercice de la justice et de la reconnaissance. Pour Ricoeur, le travail du pardon doit se greffer sur le travail de la mémoire. On ne peut pas parler du pardon sans tenir compte du passé. Et en faisant appel au passé, on se réfère à la question de la mémoire dans un langage de la narration. Et quand on raconte, eh bien, un scène, des crimes, c'est quelque chose qu'on est en train d'exprimer qui pourrait apporter une contribution et aider la victime ou bien les descendants de la victime ou bien des victimes à changer de regard sur certaines choses, sur certaines perspectives. Donc, le pardon et justice, dans un article sanction, réhabilitation et pardon, je n'aurai pas suffisamment de temps. Je juste mis le pardon et justice dans sanction et réhabilitation, pardon. Le pardon peut-il guérir? Dans ce texte, cet article, Ricoeur essaye de penser du pardon dans une perspective thérapeutique. Comment le pardon peut aider quelqu'un à se libérer de certaines difficultés, de certaines souffrances. Et dans une perspective collective, il a essayé de tenir compte du rapport de la France par rapport à l'Algérie. Donc, c'est des sujets brûlants d'actualité. Et le livre qui traite beaucoup cette question, c'est le livre de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire et l'oubli. Dans ce bouquin, Ricoeur essaye de penser la question du pardon dans une perspective sociale et politique en faisant référence à la question de mémoire, à l'oubli et de l'histoire. Dans ce livre très dense, le pardon se conjugue dans une dualité tensionnelle entre l'individuel et le collectif. Le pardon ne reste pas se limiter exclusivement dans l'aspect religieux, et privé, mais s'impose néanmoins dans les champs sociaux politiques. Donc, sous le signe du pardon, le coupable serait tenu pour capable d'autre chose que de ses délits et de ses fautes. Il serait rendu à sa capacité d'agir et l'action rendue à celle de continuer. C'est cette capacité qui serait saluée dans les menus actes de considération où nous avons reconnu l'incognito du pardon joué sur la scène politique publique. C'est enfin de cette capacité restaurée que s'emparerait la promesse qui projette l'action vers l'avenir. La formule de cette parole libératrice, abandonnée à la nudité de son énonciation, serait « tu vaux mieux que tes actes ». Donc cette formule, j'aimerais bien que vous la retiennent. Tu vaux mieux que tes actes. Tu vaux mieux que tes actes. Dire que l'agent vaut mieux que ses actes, c'est dire qu'il est capable d'autre chose que ses actes, ou du moins que de ses délits. Le pardon consiste à tenir le coupable capable d'autre chose que de ses mauvaises actions. Puis, il dispose en lui de ressources de régénération. Par le pardon, l'agent change en un autre que lui-même. Pardonner suppose de dire à l'autre « tu vaux mieux que tes actes ». Par le pardon, le caractère d'autrui défiguré sera refiguré pour configurer l'espérance d'une capacité de promesse renouvelée. Du côté de la victime, l'acte a d'une certaine manière défiguré la victime parce qu'elle a été affectée dans sa chair et dans sa puissance d'être. Parler de la question du pardon
dans un sens sociopolitique, c'est de poser certaines conditions. On ne peut pas parler du pardon dans le sens sociopolitique sans tenir compte des conditions. Eh bien, la première condition, on peut dire qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Pas de pardon sans repentance. Et si je mets en premier cette condition, c'est parce que Bonhoeffer, un théologien allemand, il a parlé d'une grâce à bon marché. Et moi, j'essaie de faire une comparaison pour parler de pardon à bon marché. Donc, un pardon à bon marché, c'est un pardon où les gens l'offrent ce pardon sans tenir compte de la repentance. Alors que comment peut-on pardonner quelqu'un s'il ne se repent pas? La première condition, eh bien, c'est la repentance. Donc, deuxième, nul ne peut pardonner à soi-même. Il faut être deux pour parler du pardon. Est-ce que moi, en tant que peut-être victime, est-ce que c'est à moi de me pardonner alors que l'offenseur ne fait pas un pas vers moi pour me demander pardon? Est-ce que c'est à moi qui devrais pardonner? Nul ne peut à soi-même pardonner. Il faut être deux. Le pardon met en relation deux personnes. Se pardonner à soi-même pose question. Comment puis-je me pardonner? Il faut être deux pour entrer dans une démarche de pardon. Se pardonner à soi-même est un acte vraiment difficile. Donc, ceux qui pardonnent doivent être ceux qui ont subi le tort et nul ne peut usurper cette place. Si le pardon est ce que les coupables seuls peuvent demander et c'est ce que les victimes seules peuvent accorder ou aussi ce qu'elles seules peuvent refuser, la question du pardon au niveau collectif rencontre encore plus de difficultés puisque celui qui pardonne doit être celui qui a subi le tort ou le mal et celui qui demande pardon doit être celui qui a commis le tort. On ne peut pardonner lorsque tout a été fait pour tenter de réparer ce travail. Eh bien, ce travail doit être accompagné par une prise de conscience de l'irréparable. Et je dirais que parler de la question du pardon, c'est parler de l'irréparable. Pardonner, c'est tenter, c'est essayer de réparer l'irréparable. Et si j'ai pris un exemple avec une feuille de papier, vous voyez, il y a des écritures et je fais comme ça. Donc ça, je commets le mal. Pour essayer de réparer le mal, j'essaie de déplier ce papier. Est-ce que c'est la même forme? Non, ce n'est pas la même forme. La démarche, c'est le pardon, mais il y a de l'irréparable. Le mal qui a été commis ne peut pas, je dirais, recompenser ou bien remettre à plat, remettre à zéro. Il laisse toujours des cicatrices. Et c'est pareil dans les relations humaines, dans les relations interétatiques. Parlant de la question du pardon, eh bien, cela suscite bien un travail, je dirais, de la conscience et prendre conscience qu'il y avait de l'irréparable, qu'il y avait un mal, une faute qui a été commise. On ne peut pas parler du pardon s'il n'y a pas cette question. On ne peut pardonner que ce qui n'a pas été oublié. On ne peut pardonner que ce que l'on peut punir. Si on ne peut pas punir quelque chose, un mal, un crime, est-ce qu'on peut parler de la question du pardon à ce niveau? Entrer dans l'ère du pardon, c'est accepter de se mesurer à la possibilité toujours ouverte à l'impardonnable. Y a-t-il de l'impardonnable? Faut-il ou peut-on tout pardonner? Pardon demandé n'est pas pardon dû. Je peux demander pardon, mais le pardon reste une parole incertaine, dépendamment de la victime. Est-ce que cette victime va accepter cette demande de pardon? Le pardon
c'est ce que les victimes seules peuvent accorder, c'est aussi ce qu'elles seules peuvent refuser. Voyons quelques enjeux de la question du pardon. Quels sont les enjeux pratiques que relève Ricoeur à propos des usages du pardon dans les champs sociaux politiques? Qui dit enjeu dit chose à gagner ou à perdre, mise en danger, en tout cas mise en question, écrit Paul Ricoeur. Donner ou demander le pardon pour des offenses commises présente plus un problème fort délicat, tant dans le domaine de l'éthique individuelle que collective. Dans certaines cultures, le pardon a une dimension religieuse qui influence fortement les processus sociopolitiques. Par exemple, dans les sociétés où les principes religieux jouent un rôle central, le pardon peut être vu comme un impératif moral. Il faut pardonner. On doit pardonner. Eh bien, puisqu'il y avait un mal qui a été commis, est-ce que je suis dans l'obligation à pardonner quelqu'un? Est-ce que je suis dans l'obligation, peut-être en tant que descendant des victimes, à pardonner bien les descendants des oppresseurs? Si on parle de la question du pardon, c'est pour nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui. Et à ce niveau-là, cette question pose beaucoup de difficultés. Et Paul Ricoeur demande de quelle délégation un homme politique en fonction, le chef actuel d'une communauté religieuse, peuvent-ils se prévaloir pour demander pardon à des victimes dont, au reste, ils ne sont pas l'agresseur personnel et qui, elles-mêmes, n'ont pas personnellement souffert du tort visé? Est-ce que je dois pardonner à la place de l'autre? Et ça pose des questions sur le plan politique. Et au début, je vous ai parlé aussi par rapport à la question de mémoire. Donc, mémoire et pardon. Donc, le pardon donne un futur à la mémoire. La mémoire est la faculté dont nous disposons pour conserver les faits passés ou pour les rappeler. Pour entrer dans une démarche du pardon, autant pour la victime que pour le coupable, il faut se souvenir du mal commis ou subi. Associer la mémoire au pardon, c'est en effet accepter de rouvrir la mémoire pour puiser dans notre passé commun ce qui nous lie et nous délie. Selon la perspective de Ricoeur, le pardon est considéré comme une réponse à l'inévitable douleur des souvenirs, puisque la mémoire a pour fonction de conserver les blessures et les injustices du passé. En ce sens, la mémoire et le pardon entretiennent un rapport commun dans la mesure où ils permettent de se souvenir du crime et de ceux qui sont morts, de la mort inventée par l'homme et par des criminels d'autrefois. Si le pardon libère la mémoire du poids insurmontable de la faute passée, la mémoire, en retour, est libérée pour de grands projets. C'est ce qui fait dire à Ricoeur que le pardon donne un futur à la mémoire. Le pardon et l'histoire, donc le pardon permet de revisiter et de raconter autrement les histoires du passé. Si parler du pardon, c'est rouvrir le passé pour ensuite réinterpréter en vue d'influencer notre présent et se tourner vers l'avenir, il est en effet inévitable de penser le pardon sans visiter le terrain de l'histoire. Dans le contexte historique, le pardon joue un rôle crucial dans la réconciliation des peuples et des communautés après des conflits. Dans la mémoire, l'histoire et l'oubli, Ricoeur met en lumière les processus de pardon collectif pour dépasser les blessures historiques et construire une paix durable. Le pardon et l'oubli, eh bien, on peut poser cette question:
quelle sorte d'oubli mériterait d'être tenu pour une trace du pardon. Donc, si l'oubli signifie ne pas se souvenir d'une chose ou d'un événement, la mémoire, de son côté, renvoie à l'aptitude de se souvenir d'un événement passé. Mettre en rapport le pardon avec l'oubli oblige de poser un certain nombre de questions. Peut-on pardonner sans ne rien effacer? Peut-on pardonner sans ne rien effacer? Est-il possible de pardonner sans se souvenir de la faute commise? L'enjeu ici est de ne pas cultiver la mémoire de façon mobile, ni de tomber dans la tentation de tout oublier. Pardonner n'est ni tomber dans un oubli systématique, ni tomber aussi dans l'extrême inverse. Le pardon est, à mes yeux, l'aboutissement d'un travail au niveau de mémoire et de l'histoire qui s'effectue par la reconnaissance et l'acceptation de ce qui s'est passé, sans rechercher à l'oublier. Le pardon sociopolitique doit être perçu comme une excuse pour l'oubli ou pour l'effacement de la mémoire des victimes. Il doit être un acte qui respecte la mémoire et la dignité des victimes. Si le pardon sociopolitique ne vise pas à effacer le passé, il est cependant la reconnaissance de ce qui a été, puisqu'il ne consiste pas à nier ou à oublier le mal commis ou subi. Dans cette perspective, prenons l'exemple d'un cas concret, le cas de l'Afrique du Sud. Enjeux éthico-politiques, aspects négatifs et positifs, cas de l'Afrique du Sud. Donc, on pourrait poser cette question: quels ont été les objectifs de cette commission vérité et réconciliation? Cette commission avait pour mission de collectionner d'abord les témoignages, consoler les offensés, indemniser les victimes et amnistier ceux qui avraient avoir commis des crimes politiques. D'après Sophie Pons, citée par le philosophe Paul Ricoeur, cette commission accomplit sa mission ou ses objectifs avec l'aide de 3 comités. D'abord, il y a un comité sur les violations des droits de l'homme, un comité sur l'amnistie et un autre sur la réparation et la réhabilitation. Donc, le comité sur la violation des droits de l'homme avait pour mission d'établir la nature, la cause et l'ampleur des abus commis entre 1960 et 1994. Ce comité devait rassembler toutes les informations qui peuvent essayer d'aider les victimes ou du moins les bourreaux à tourner la page. Derrière cette commission, le fait de témoigner, le fait de raconter, on est déjà dans une perspective du pardon. Parce que si on tient compte du pardon comme étant quelque chose qui nous invite à revisiter le passé pour voir le mal qui a été commis, eh bien cette commission-là joue le rôle, essaye de parler de la question du pardon dans une perspective implicite. Le deuxième comité sur l'amnistie avait pour objectif d'examiner les demandes de pardon sous la condition d'aveu complet, prouvant la motivation politique des actes incriminés qui n'avaient pas seulement vocation à rétablir la vérité, mais aussi à promouvoir la réconciliation entre les Sud-Africains, entre Noirs et Blancs. Le troisième comité, c'est le comité basant sur la réparation et la réhabilitation. Donc, le comité sur la réparation et la réhabilitation avait pour mission d'identifier les victimes et d'étudier leurs plaintes en vue d'indemnisation, d'aide matérielle et de soutien psychologique. Cependant, en raison de grandes difficultés financières de l'État sud-africain et du lourd programme de reconstruction
qui grèvent le budget, ces réparations ne peuvent malheureusement y effectuer. Donc, il faut préciser que l'Église joue un rôle important dans le cas de l'Afrique du Sud avec Desmond Tutu, donc qui essaie d'aider les parties antagonistes à trouver une solution. Donc, pour Desmond Tutu, il a préféré au lieu de parler de la compensation, il a préféré de parler de la réparation. Compensation et réparation. Donc, parler de compensation, dit-il, semble signifier qu'on peut quantifier la souffrance. Est-ce qu'on peut quantifier la souffrance? Non. Rembourser quelqu'un de la perte, la métaphore du papier que je viens de vous présenter, on ne peut pas quantifier le mal commis. Mais comment évaluer en fait un crime qui a été commis et qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer de l'irréparable? C'est là l'enjeu de cette commission. Les enjeux du pardon sociaux, politiques, dans le cas sud-africain, sont donc des enjeux éthiques, puisque dans le jugement éthique du pardon, une tension se creuse entre les aspects positifs et négatifs. Aspect négatif, le pardon court le risque d'être instrumentalisé par des autorités, soit politiques ou religieuses, parce que si quelqu'un qui avoue une faute, est-ce que ce n'est pas pour éviter de passer devant la justice? Ça peut poser des questions. Donc, pour Ricoeur, les accusés auraient avoué pour ne pas aller au procès. Donc, Ricoeur était vraiment drastique par rapport à cette commission. D'après lui, l'aveu public des accusés est bien souvent un stratagème en vue de demander et d'obtenir une amnistie libératoire de toute poursuite judiciaire et de toute condamnation pénale. Dans cette autre idée, il souligne que les accusés auraient avoué pour ne pas finir devant les tribunaux. La justice est en ce sens sacrifiée au nom de la réconciliation, au nom peut-être de la commission vérité et réconciliation. Peut-être on pourrait poser certaines questions. Donc, Monseigneur Desmond Tutu, du côté religieux et du côté politique avec Nelson Mandela, essaie d'apporter une autre perspective qui essaie de réconcilier les gens qui étaient divisés à cause de certaines conditions, à cause des préjugés entre noirs et blancs et des situations atroces que vous connaissez. Donc, au sujet de la vie et du repentir des coupables, il y a une psychologue qui s'appelle Karen Miller. Il écrit que les victimes ont le droit de refuser de pardonner, car il est temps de réhabiliter la victime face à son bourreau. Puis, elle se demande quel mot de réconfort, quelle compensation offre la commission à tous ceux qui ont souffert. Y avait-il une compensation par rapport au mal qui ont été commis? Dans ce cas, il existe une certaine limite par rapport aux objectifs fixés par la commission vérité et réconciliation. Il y avait déjà des moments de témoignage, le premier comité. Le deuxième comité, le deuxième comité donc, a atteint son objectif, mais le troisième comité n'attendait pas son objectif parce qu'il n'y avait pas réhabilitation, il n'y avait pas la compensation par rapport au mal, aux crimes qui ont été commis. Donc, toutefois, en dépit de cette difficulté, l'expérience de la Commission sud-africaine a eu des effets positifs pour construire la paix sociale en Afrique du Sud. Le pardon comme un geste symbolique de réparation. Au niveau thérapeutique, en offrant un espace public à la plainte et au récit des souffrances, la Commission a certainement suscité une catharsis partagée. La notion de catharsis
renvoie à la dimension thérapeutique et politique du pardon mobilisée par la commission Vérité et Réconciliation. En racontant ce qui s'est passé, les victimes reçoivent une écoute nationale qui peut apaiser leurs souffrances et leurs traumatismes. Donc, sur le plan, je dirais, psychologique, thérapeutique, ça apporte des résultats. Au niveau politique, comme je viens de souligner tout à l'heure, la commission a permis de créer un gouvernement d'union nationale. Donc, au moment où Mandela est arrivé au pouvoir, l'Afrique du Sud était encore brisée par des décennies d'apartheid. Pour apaiser les esprits, Nelson Mandela a fait le choix du pardon afin d'éviter un bain de sang, une guerre civile. Le Congrès national entre les partis ANC et le parti NP, le Parti national, ils ont arrivé à trouver une solution pour éviter beaucoup plus de crimes, beaucoup plus de meurtres au sein de cette population. Au niveau sociopolitique, la commission a été très utile. Elle a pu contribuer à recréer du lien social national et a pu permettre de former un gouvernement partagé entre Noirs et Blancs. Donc, pour établir la paix sociale, Desmond Tutu, dans son perspective un peu religieuse, à la tête de cette commission, il a initié une démarche de pardon avec sincérité. Et au contraire, il a même écrit un bouquin qui s'intitule « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». Pas d'avenir sans pardon. Donc, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud a eu des impacts positifs, mais aussi a eu des impacts négatifs parce qu'il n'y avait pas réhabilitation et des victimes, eh bien, ils ont subi le mal, alors que donc il n'est fait que passer devant un juge, un tribunal, juste pour exprimer, juste pour parler de leur souffrance, mais aucune chose pratique, concrète n'a été faite. Prenons un autre cas, un autre exemple que je maîtrise mieux, c'est le cas du massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. Donc, si vous regardez bien la carte géographique, donc Haïti et République dominicaine partagent la même île. Donc, en travaillant sur la question du pardon chez Paul Ricoeur, j'ai rencontré cet événement tragique dans l'histoire contemporaine d'Haïti, celui du massacre des Haïtiens en République dominicaine. Dans la nuit du 2 au 8 octobre 1937, plus de 20 000 Haïtiens et Dominicains de descendance haïtienne furent massacrés par l'armée et la police dominicaine sous le régime de Rafael Leonidas Trujillo. Donc en 2007, la question du pardon va être soulevée lors d'une messe solennelle à l'occasion de la fête patronale de la paroisse jésuite de Tahabond. C'est la frontière qui sépare Haïti et la République dominicaine. Et ce prêtre, dans son homélie, déclare que le peuple dominicain doit demander pardon au peuple haïtien pour le massacre de 1937. Donc, pour cet acte horrible, eh bien, ce prêtre pense qu'il faut demander pardon au nom de l'Église catholique dominicaine, comme le pape Jean-Paul II avait demandé pardon au peuple juif. Lui aussi, il demande pardon au nom, il demande pardon au peuple haïtien. Donc, la question que je me pose, est-ce que quelqu'un peut demander pardon au nom d'un peuple? Est-ce que quelqu'un peut pardonner à la place de l'autre? Contrairement à la position de ce prêtre catholique qui s'appelle Diomédes Épinal de Léon, un autre évêque qui s'appelle, un autre prêtre qui s'appelle Lopez Rodriguez, lui, il a déclaré que le peuple dominicain n'a pas à demander pardon au peuple haïtien pour le massacre de 1937, parce que les responsables de ce massacre
fut Trujillo, et lui, il est déjà enterré. En fait, c'est un acte qui date de plus de 70 ans, c'était en 2007, dans lequel le peuple n'a aucune responsabilité. Puis il ajoute, c'est à Trujillo qui fit un criminel qu'il faut demander compte. Donc le peuple dominicain n'est pas responsable pour les crimes commis par Trujillo. Et je pense que là, il y a une tension entre la position de ce prêtre, Dioménez, et celle de Lopez Rodriguez. Qui a raison? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces deux positions? Au regard de ces types de discours théologico-politiques sur la question de la demande de pardon, l'Église catholique en République dominicaine reste divisée. D'une part, un groupe de gens plaide en faveur d'une demande de pardon et d'autre part, un autre groupe pense que ce ne sont pas à eux qui doivent demander pardon au peuple haïtien. Dans un tel contexte, on peut se demander si le pardon vient de ce représentant religieux à titre individuel peut se faire au nom d'une communauté ou au nom du peuple dominicain. Je ne pense pas, car les descendants des coupables ne sont pas responsables du massacre perpétré contre les Haïtiens. Et les Haïtiens, en tant que descendants des victimes, ne peuvent octroyer le pardon demandé. Par ailleurs, ce geste individuel de demande de pardon peut être utile pour améliorer les relations interétatiques entre ces deux pays qui partagent la même île. À mon avis, ce geste symbolique de pardon est une forme d'appel à la cohésion sociale. En agissant ainsi, ce prêtre dominicain a pris conscience de l'ampleur du mal commis en 1937 par les dirigeants de son pays. Même s'il n'est pas responsable, il est pourtant concerné en tant que citoyen dominicain. D'ailleurs, on peut avoir le sentiment de culpabilité sans pour autant être coupable du crime qui a été commis. Le philosophe Karl Jaspers l'a très bien expliqué dans son ouvrage La culpabilité allemande. Donc, au terme de mon exposé, je soutiens que le pardon sociopolitique peut être un dispositif nécessaire pour construire la paix dans les relations interhumaines et interétatiques. La demande du pardon officiel d'un chef d'État sous forme d'excuse ou d'acte de repentance ou de contrition me paraît nécessaire pour démarquer le détachement définitif de l'État, avec un grand E majuscule, de ses crimes et permettre à une société de s'affranchir des tabous et de s'engager dans la construction d'une mémoire collective, ciment du vouloir vivre ensemble. Par contre, le pardon sociopolitique ne doit pas une simple parole. Il doit être accompagné par des actes concrets. Donc, il doit être des actes concrets qui tentent, qui essayent de réparer de l'irréparable. Réparer de l'irréparable. En ce sens, il y a Antoine Garapon, dans son livre « Peut-on réparer l'histoire ?» Il parle de 3 formes essentielles de réparation. Il parle d'une forme symbolique, une forme politique et une forme matérielle. Donc, la réparation symbolique, d'après lui, cherche à dépasser un événement historique par un geste qui exprime le remords qu'en éprouvent les auteurs et leur engagement à ne pas le répéter. Donc, on ne peut pas parler du pardon sans prendre cette décision concrète. Donc, il faut qu'il y ait de la repentance, de remords et donne, je dirais, fait des promesses qu'on ne va plus recommencer. La repentance, c'est-à-dire
un acte public de contrition. Ériger, par exemple, des monuments à la mémoire de communautés oubliées, de communautés des victimes, ça c'est un geste symbolique, un geste concret qu'on pourrait mettre en avant quand on parle de la question du pardon sociopolitique. Deuxièmement, il y a la réparation politique. La deuxième forme de réparation est politique. Elle charge des moyens concrets et positifs pour éliminer définitivement les traces d'injustice historique toujours présentes dans certaines populations. Troisièmement, troisième forme de réparation, c'est une réparation au niveau matériel. Comment réparer de l'irréparable? La troisième forme de réparation soulignée par Garapon est matérielle, c'est-à-dire sous forme d'indemnisation. Sans argent, peut-on parler de la question du pardon? Quand on parle de la question d'excuse, eh bien oui, excuse, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il met en avant le côté matériel. Mais si on peut faire juste un petit détour par rapport à l'origine, à l'étymologie du mot pardon, l'un des usages les plus anciens du terme pardon fut associé à l'annulation des dettes financières. Et dans la Bible, c'est remettre une dette quand on parle de la question du pardon. Donc ce pardon qui est remise de dette au sens propre permet et marque la reprise des relations diplomatiques pacifiées. Pour ainsi dire, le fait de demander pardon ou accorder son pardon au sens économique originaire, mais pas seulement, ça va être un premier pas vers la paix, une condition sine qua non et un préalable nécessaire à celle-ci. À juste titre, Enzo Bianchi, qui est un prêtre, je crois, catholique, lui, il dit dans le contexte économique, par ailleurs, le pardon peut être exercé par la remise de la dette des pays pauvres, ce qui leur donne la possibilité d'une économie qui connaisse un développement. En somme, si dans un monde de plus en plus complexe, où les conflits ne diminueront pas en nombre et en gravité, mais se multiplieront et s'approfondiront en tenant compte de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, le pardon sociopolitique peut être en effet un élément nécessaire pour construire la paix entre les humains, ou du moins dans les relations interpersonnelles ou interétatiques. Envisager le pardon comme une pratique sociale et politique, c'est déclarer que l'idée de pardon aurait des implications dans les affaires humaines, comme disait la philosophe Hannah Arendt. Bien que le pardon chez Paul Ricoeur ne soit pas une catégorie politique et qu'il ne puisse être porté par des institutions, pourtant, on ne peut nier son rôle dans la restauration de l'équilibre social. Des gestes symboliques de demande de pardon d'un représentant d'une institution politique ou religieuse pourraient contribuer à construire la paix entre les humains. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert.